Un étage intense aujourd'hui, préparez-vous pour du grimdark, mais pas que, heureusement. Les androïdes du chaos. Vous connaissez maintenant les squats, l'ancienne version de nos Votann actuels, mais saviez-vous qu'il existait des squats du chaos? Ces derniers, des mécanos aigris acquis aux puissances de la ruine, utilisaient des squelettes de plastacier pour aller au combat à leur place. Pas d'intelligence artificielle impliquée dans le processus, c'était un petit démon qui possédait chaque androïde et lui donnait sa volonté, et surtout sa méchanceté. Obéissant sans faille aux ordres de son maître, mais les interprétant toujours de la façon la plus cruelle possible. Leur design vous évoque sûrement quelque chose, ils donneront plus tard les Nécrons, visuellement assez similaires, mais à l'historique radicalement différent. Mother Gullett. Les hiérarques de l'Imperium ont de nombreux outils à leur disposition pour se débarrasser de quiconque cherche à leur nuire. Quand il s'agit d'accomplir des missions spéciales en solitaire, ce sont les assassins de l'Officio Assassinorum qui sont la solution ultime. Ceux du temple Calidus font grand usage de polymorphine, qui leur permet de transfigurer leur corps pour se déguiser ou même se battre. Mother Gullett, qu'on pourrait traduire par Mère Jabot, est l'un de ces assassins. Elle a obtenu ce surnom lorsqu'elle fut chargée de capturer le fils de Tigmus van Spracht, un gouverneur impérial séditieux. Elle prit l'apparence de sa nourrice pour s'approcher du gamin, procédé normal jusque-là, mais une fois au contact de sa cible, elle utilisa la polymorphine pour détendre ses mâchoires comme un python et gober tout cru le pauvre bambin, sortant du palais ni vu ni connu avec le bien-aimé héritier Van Spracht dans le gosier. Il va sans dire que Tigmus se soumit dans les plus brefs délais. Daemon Kulaba. Ouh là là, on arrive sur un sujet qui est connu pour être l'un des plus dégueulasses et dégoûtants du lore de 40K. Alors ceci est un trigger warning pour à peu près toutes les horreurs existantes, donc je vous aurais prévenu si vous voulez continuer. Le Daemon Kulaba est une machine créée par l'Iron Warrior Onsu avec l'aide de quelques hérétèques, des membres du Mechanicum passés au chaos. Le but de cette machine est de donner naissance à de nouveaux Iron Warriors pour combattre l'Imperium. C'est la façon dont elle a été créée et comment elle fonctionne qui rend le tout particulièrement horrible. Sur le monde de Medrengard, réduit en esclavage par les Iron Warriors, les hérétiques ont commencé par rassembler toute la population en âge de procréer. Certaines femmes ont été sélectionnées pour servir d'hôtes au Daemon Kulaba. On leur a greffé des glandes progénoïdes d'Imperial Fist, volées sur Hydra Cordatus, et administré tout un régime de compléments d'origine plus ou moins douteux pour faire gonfler leur corps dans des proportions grotesques. Mais ce n'est que le début. Après cela, les victimes sont sujettes à des techniques chirurgicales, chimiques et magiques pour complètement changer leur physiologie. Au terme du processus, le Daemon Kulaba résultant est un être biomécanique déformé dans lequel on insère un individu humain, via ce qui est concrètement une césarienne inversée. Quelques jours plus tard, naît un être sans peau qui est testé pour vérifier s'il mérite d'être introduit dans la Légion ou pas, faute de quoi il est jeté aux égouts. Si le Daemon Kulaba a de la chance, elle meurt dans le processus. Sinon, la boucle recommence. Heureusement, Uriel Ventris des Ultramarines a détruit l'endroit hébergeant ces abominations et déjoué les plans de Honzu, lui valant sa haine pour les centaines d'années à venir. Uriel lui-même fit un tour dans un Daemon Kulaba, ce qui permit à Honzu de produire un clone du capitaine Ultramarine, possédant ses souvenirs, le nouveau-né, dont il se servit pour envahir Ultramar en guise de rétribution. Mais tout ça, c'est une autre histoire. La guerre du faux primarque. Encore une de ces guerres dont les détails ont été perdus dans la censure de l'Inquisition. Tout ce qu'on peut encore retrouver à ce sujet dans les archives concerne les forces en présence. 5 chapitres de Space Marines envoyés pour en éradiquer 11, ayant été jugés Traitoris Perdita, perdus pour l'Imperium. Les victimes ont été oubliées, mais ceux qui ont constitué l'expédition punitive montrent la violence qui a dû en découler. Flesh Eaters, Karcharodon, Charnelguard, Death Eagles et Red Talons. 5 chapitres connus pour leur débordement et leur tactique impitoyable, rassemblés dans la bien nommée Pentarchie de sang. C'est en 860 M33 qu'ont eu lieu ces événements, alors que le Segmentum Pacificus s'était retrouvé plongé dans le chaos pour 8 décennies. Le plus intéressant, qui est le faux primarque éponyme de cette guerre? Les théories abondent. Space Marine muté jusqu'à obtenir la taille d'un primarque? Simple maître de chapitre aux désillusions de grandeur? Fils perdu de l'empereur revenu dans le monde réel et dégoûté par ce qu'il y a trouvé?
Encore une fois, vous en êtes les seuls juges. Les étoiles Ghouls. Cette portion de la galaxie au nom sinistre désigne la frange extérieure des étoiles du halo qui borde l'espace connu à l'est. C'est une zone dangereuse, peuplée d'horribles aliens et où la lumière de l'Astronomicon est dangereusement faible. En plus des horreurs xéno, typiques des coins oubliés de la galaxie qui y vivent en profusion, c'est le cœur d'un empire nécron perdu. Sur le monde de Drazak se trouve le royaume des ossements, peuplé de dépeceurs nécrons fous alliés, cherchant voracement les moindres bouts de chair et d'os pour satisfaire leur conscience malade. Des écrits impériaux font état d'une grande menace, le pâle dépérissement, une menace galactique qui a été contrecarrée dans ce secteur il y a des millénaires. Mais même les archives des Nova Marines, qui ont passé l'une de leurs toutes premières campagnes, ne mentionnent pas la nature exacte de ce péril, qui peut-être y rôde encore. Le destin de l'âme du Night Haunter. Konrad Kurz, le primarque de la 8ème Légion, les Night Lords, était un être torturé et torturant, passé au chaos pendant l'hérésie. C'est quelques années plus tard, au début du 31e millénaire, qu'il sera tué par un simple assassin Khalidus nommé M-Shen, dont il ne chercha même pas à se défendre. Il se considérait en effet comme un être tout aussi mauvais que les criminels qu'il avait passé sa vie à punir, et estimait mériter le même sort. Enfin, on n'a encore une fois aucune preuve tangible de sa mort, la vidéo de l'attaque de l'assassin coupant juste au moment où le Khalidus se jette sur le primarque sans armure. Par contre, des Night Lords disent avoir vu le meurtrier s'enfuir, une tête à la main. S'il est bien mort, qu'est-il devenu de l'âme du défunt primarque? A-t-elle rejoint celle de Papa, comme elle en est un fragment? S'est-elle dissipée dans l'énergie de l'Humaterium? A-t-elle fini dévorée par les multitudes de prédateurs du Warp qui chassent les âmes qui y flottent? Pour ajouter en complexité, il faut prendre en compte l'existence de la Corona Nox, une couronne ornée de joyaux réalisée par Konrad, qui avait la capacité de calmer ses émotions. Il en est certains qui pensent que le joyau principal de ce symbole de pouvoir des Night Lords est en fait une pierre d'âme qui aurait sauvegardé l'âme du primarque d'un tragique destin. Les Eldar recherchent cet artefact presque autant que les membres de la 8ème Légion, donc cette théorie a peut-être un fond de vérité, surtout quand on prend en compte que peut-être que la pierre d'âme était auparavant occupée par une âme Eldar d'importance. L'Ordo Chronos. Une branche mineure de l'Inquisition qui enquête sur les possibles effets temporels induits par le voyage Warp. On sait peu de choses sur cette organisation ultra secrète qui a disparu corps et âme pendant des milliers d'années. Elle aurait ressurgi au début du 42e millénaire, sûrement victime de manigances temporelles liées à son activité. Au départ basé dans l'étendue de Jéricho, un ex-secteur impérial en perpétuel conflit, désormais majoritairement tombé au xéno et au chaos, le 42e millénaire a vu un retour de cet ordre, soit sous sa forme originale, soit suite à une nouvelle fondation. On n'en connaît pas les détails. Ses membres ont beaucoup discuté avec Guilliman de quelle était la date actuelle exacte, en prenant en compte toutes les variables spatio-temporelles à l'échelle galactique. Résultat du compte, c'est un bordel. On vit bien au 41e millénaire, mais à un millénaire près. Les cellules sombres. Les oubliettes du palais de Terra, nommées les cellules sombres ou noires, contiennent des artefacts tellement dangereux qu'elles pourraient annihiler l'humanité, voire la galaxie, si on les libérait. En gros, l'empereur a créé sa propre collection de SCP juste sous ses pieds. Ces galeries, creusées sous l'Himalaya, sont gardées par les Shadow Keepers, des custodes au schéma de couleur ultra badass. Certaines cellules ont été vidées avec l'ouverture du Grand Rift après la troisième croisade noire, libérant ce qu'elles contiennent aux quatre vents. Parmi la liste des horreurs qui s'y trouvent, on a l'entité connue sous le nom de Saki Désir, le spécimen 11, qui pourrait être un primarque perdu, l'amulette des trois fléaux, le calice de sombre albâtre, bref, que des joyeusetés. Le hurlement. Je pense que l'iceberg fait référence au vortex hurlant, une tempête warp permanente séparant les secteurs de Calixis et Coronus. Tout comme dans l'œil de la terreur, la physique y suit des règles floues, et les incursions des démons sont monnaie courante.
On y trouve donc surtout des forces du chaos, dont seuls les suivants sont assez fous pour s'installer dans une région aussi hostile. Les individus psychoactifs entendent comme des cris permanents provenant de la tempête, et se diffusant sur des années-lumière, d'où son nom, qui deviennent de plus en plus angoissés et intenses alors qu'on se rapproche de l'œil de la tempête. On pourrait passer 3 vidéos à discuter des différents lieux et conflits liés à la région, mais par respect pour l'esprit iceberg, on va aller au plus court. Dans tous les cas, c'est le cadre rêvé si vous voulez lancer une partie de Dark Heresy avec les copains dans cet environnement. « 63-19 » Une paire de chiffres qui désigne une planète en particulier. Le premier livre de la longue saga qu'est l'Hérésie d'Horus s'ouvre sur une phrase choc. « J'étais là, le jour où Horus a tué l'empereur. » Des mots lourds de sens prononcés par le capitaine Garviel Loken des Luna Wolves, qui sera le personnage principal de la première trilogie de la série. Mais c'est un leurre. Cette phrase prémonitoire ne parle pas du siège de Terra, mais de la bataille de 63-19. Dans ce premier conflit qui nous est présenté, on découvre Horus qui cherche à intégrer paisiblement une société dans l'Imperium. Cette planète est très similaire à celle de l'Imperium, son meneur est un empereur, ils appellent leur domaine Terra, et font même usage de guerriers génétiquement améliorés ainsi que de champs d'invisibilité. Mais on se rend vite compte de la supercherie. L'empereur n'est qu'un humain normal, et leurs guerriers ne font absolument pas le poids face à la puissance d'une légion, qui est déployée à la surface lorsque le bien-aimé émissaire des Luna Wolves, Astur Sejanus, est exécuté par l'empereur. Dans un dernier pari, l'imitateur tentera d'attirer Horus dans la salle du trône avec des promesses de reddition, mais elle sera piégée avec une arme gravitationnelle. Horus, se téléportant droit dans le piège, mettra fin au règne de l'imposteur d'un seul bolt. La planète sera remise dans le rang de l'Imperium par les janissaires Byzants, et ses archives purgées. On ne sait pas si 63-19 est encore actuellement l'une des planètes de l'Imperium sous un autre nom. Sensei. Dans le vieux lore de 40 000, l'empereur se comportait vraiment comme un dieu antique, tel Zeus, c'est-à-dire en engrossant plein de mortels au cours de sa longue vie qui donneront naissance à une myriade de demi-dieux immortels qu'on appelle les Sensei. Le mot veut dire professeur ou maître en japonais, mais leur rôle était assez différent. Ils constituaient plutôt l'homologue impérial des champions du chaos. En pratique, ils portaient en effet la marque de l'enfant des étoiles, qui est l'équivalent de la marque des 4 dieux du chaos, mais pour l'aspect divin de l'empereur. Parmi les caractéristiques particulières provenant des gènes transmis par l'empereur, on compte une immunité à la corruption du chaos, une régénération très rapide des blessures non mortelles, et des pouvoirs psychiques très puissants. Cela leur a souvent valu d'être persécutés par l'Inquisition, surtout quand leur côté bon les met en opposition avec l'oppression impériale. Les Sensei pouvaient atteindre l'apothéose et rejoindre l'essence de l'empereur, leur nature leur étant alors révélée. Ils devenaient des maîtres Sensei quasiment divins. Mais selon d'autres sources, les Sensei seraient des Blanks, des intouchables, ne possédant aucune signature psychique, voire même une signature psychique négative, et seraient donc invisibles aux yeux de leurs géniteurs. Globalement, tout ce pan du lore a été abandonné, les dernières mentions qu'on en a venant de la 3e édition ou avant, et il paraît donc peu probable qu'on en entende parler de Sensei dans le futur, et leur fonction narrative a été principalement remplacée par l'apparition des perpétuels. Artefact 9 Kappa Mu. Un grand artefact bizarre et très ancien, semblable à un astéroïde de métal noir, orbitant le Soleil entre Vénus et la Terre. Il est creusé d'une multitude de galeries de trous interconnectés et parfaitement invisible à toutes les formes de détection qui ne sont pas basées sur la vue directe. Les recherches menées sur cet objet n'ont révélé que très peu d'informations. On ne connaît ni son âge, ni son origine, et il semble absolument indestructible. Encore un mystère. Fenris serait un ancien monde exodite. Un monde exodite est un monde vierge sur lequel des communautés d'Eldar se sont exilées pour pouvoir survivre à la naissance de Slaanesh et à la chute de leur empire. Sur ces mondes, ils ont construit des réseaux de tertres et de dolmens connectés pour protéger leurs âmes du prince de l'excès, un système qu'ils appellent les âmes-mondes. Les prêtres des runes Space Wolves, les psycheurs du chapitre, tirent leur pouvoir de ce qu'ils décrivent comme l'âme de leur planète Fenris, qui leur offre au passage une protection contre les périls du warp inhérents à l'utilisation des pouvoirs psychiques. Est-ce que vous voyez le lien ?
Cet aspect psychiquement actif de Fenris pourrait être le reste de structures exodites qui permettent à l'âme d'exister. En tout cas, les Eldar eux-mêmes ne sont a priori plus présents sur Fenris. Il y a bien d'anciennes ruines d'origine inconnue sur la planète qui pourraient être exodites, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Une autre idée est que la culture Space Wolves et leur lien avec leur planète auraient résonné dans le Warp au fil du temps et donné naissance à une entité représentant Fenris qui les fournirait en pouvoir. Mais elle n'aurait alors dans ce cas rien d'Eldar en origine. Surtout, ne dites pas à un prêtre des runes que sa magie passe par un genre de VPN Xenos, sinon vous le verriez très vite péter un gros câble. Les pas de danse pour Space Hulk. C'est un jeu complètement loufoque qui a été sorti par Games Workshop. Dans les ténèbres du 41e millénaire, il faut bien se détendre. Alors pourquoi les Space Marines n'organiseraient-ils pas des booms régulières avec leurs frères de chapitre? Ce supplément au jeu Space Hulk est sorti à la suite d'autres extensions parfaitement sérieuses du jeu d'escarmouche. Cela rajoute plein d'actions absurdes à ce jeu, prédécesseur du Kill Team actuel. Petit florilège des possibilités, claquer des doigts, faire du breakdance, attraper à la volée son partenaire comme dans Dirty Dancing. La justification dans l'univers qui a été inventé est que le commandement Ultramarines a décidé d'humilier les villes Gene Stealers en même temps qu'améliorer le moral des troupes. Pour cela, des escouades récréatives sont formées, dont l'objectif est d'aller danser au plus profond des Space Hulks appréciés des Xenos pour leur montrer qui sont les vrais boss de la piste de danse. Groovy. L'Empereur est un agent du chaos. Ce serait un sacré plot twist. Regardons les arguments en faveur de cette théorie du complot. Le raisonnement principal est que les actions de l'Empereur donnent du combustible au chaos, qui se nourrit des émotions fortes des humains, peur, haine, foi. L'Imperium, par les millénaires de guerre permanente qu'il mène, dresse un buffet à volonté de ces émotions pour les entités de l'Immaterium qui s'en régalent. Ok, a priori ça c'est pas voulu. C'est surtout sa gestion de la religion et la connaissance du Warp qui laisse à désirer. Durant la Grande Croisade, le credo principal était celui de la vérité impériale, que les dieux n'existent pas et que tout n'est que science. Cette doctrine demande de passer sous silence ce qu'on sait du Warp, de ses démons et du chaos, ce qui explique donc que la corruption contre laquelle les primarques et le reste des forces impériales n'étaient pas du tout préparés puisse s'être répandue aussi efficacement. Et au 41e millénaire, c'est l'exact inverse. La vérité impériale a progressivement dévolué en une religion de fanatiques, dont les milliards de dévots perturbent en permanence le Warp avec leurs croyances. Du pain béni, c'est le cas de le dire, pour le chaos, encore une fois. En plus, cela donne de la puissance à l'empereur, ce qui incite les 4 dieux à s'unir contre lui, au lieu de se chamailler entre eux. Les orques ont déjà gagné. On ne parle pas là d'une victoire matérielle, même si des empires orques occupent des systèmes solaires entiers et que l'on trouve des peaux vertes virtuellement partout dans la galaxie. Non, en fait, il s'agit d'une victoire morale. Comme postulé par le bien nommé philosophe Eldar Utan le Pervers, leur société est en effet parfaitement adaptée à son environnement et à son univers. Là où l'empire Eldar a chuté, où celui des humains suit la même voie et où celui des taux peine à s'établir, la civilisation des orques prospère. En effet, ils n'ont besoin que d'une bonne baston pour s'épanouir. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les bastons c'est pas vraiment ce qui manque au 41e millénaire. Donc on peut dire que les orques ont gagné. Ce sont certainement les êtres les plus heureux de la galaxie. Les Skaven de l'espace. 40K est plus ou moins la transposée dans l'espace de Warhammer Fantasy Battle, avec ses races très caractéristiques des canons classiques de la fantasy, elfes, nains, orques, les Space Marines qui sont à la base ni plus ni moins que des chevaliers dans l'espace. Mais les Skaven, une des races originales de Warhammer, n'ont jamais eu le droit de rejoindre les étoiles, malgré leur popularité. Si vous vous souvenez des Ruds, leur première itération faisait très rongeur, mais ils ont depuis été largement remaniés. Alors des hobbyistes se sont chargés de convertir des hommes rats dans l'espace, les jouant souvent comme des cultes Genestealers ou du chaos, des orques ou de la garde impériale, le plus souvent quand même dans des armées plutôt grouillantes. En fait, leur absence a mené à une terrible réalisation de la part des fans, et si nous étions les Skaven, nous les humains? Quand on pense à l'Imperium, il coche beaucoup de cases d'une société Skaven. Des multitudes grouillantes, la majorité n'ayant aucun droit et à peine de quoi vivre, dirigée par diverses castes belliqueuses et toujours prêtes à la trahison pour gagner en puissance.
Cette société qui infeste chaque recoin de la galaxie comme de la vermine est autant susceptible de se battre contre d'autres races qu'au cours de luttes intestines. On peut même rapprocher l'usage que fait l'Imperium de serviteurs de l'esclavage de leurs semblables fait par les hommes rats. Oh d'accord, il manque de la fourrure et la bonne dentition. En plus, les Skaven vivent toujours cachés, ce qui n'est définitivement pas le cas des humains de l'Imperium. Mais cela renforce l'aspect grimdark que l'humanité n'est qu'une plaie pour la galaxie. Ferrus mène la Légion des Damnés. La Légion des Damnés est un chapitre Space Marine des plus cryptiques. Ces soldats à l'armure noire, décorés de crânes et de symboles mortuaires, apparaissent dans des explosions flamboyantes pour aider les forces de l'Imperium en détresse, avant de redisparaître tout aussi soudainement, ne laissant derrière eux qu'une odeur de soufre. Chaque membre de cette confrérie, sans hiérarchie apparente, est un maître du combat. Pléthore d'événements surnaturels les accompagnent au combat. Ils se battent nimbés de flammes, ne parlent jamais le moindre mot, endurent des blessures qui annihileraient des Terminators ou des tanks, et de nombreux projectiles leur passent tout bonnement à travers. Leurs bolters tirent des munitions enflammées, et on n'a jamais vu un damné rechargé d'ailleurs. Et c'est sans compter leur pouvoir psychique, et leur téléportation dans et hors des zones de guerre à volonté. On suppose qu'ils seraient les restes des Firehawks, un chapitre de la 21e fondation, dont la forteresse monastère a disparu dans le Warp. Quelque chose, l'empereur peut-être, les aurait surchargés d'énergie psychique pendant leur séjour dans l'Immaterium et donné leur aspect actuel. Mais que vient foutre Ferrus, primarque de la 10e légion des Iron Hands, là-dedans? Eh bien, dans le roman Maître de l'Humanité, on voit une vision des légionnaires tués au massacre du site d'atterrissage. Ils prennent la forme de fantômes couverts de cendres et de flammes pour se battre contre leurs frères traîtres, avec à leur tête un géant qui fait tout de suite penser à Ferrus, mort lors de la même bataille. Les fans très enthousiastes, comme toujours, ont tout de suite fait le lien entre ces spectres et la Légion des Damnés. Mais l'auteur du livre, le très reconnu Aaron Dembski-Bowden, a confirmé que ce n'était qu'une coïncidence. Et si l'auteur a avoué qu'il aimait bien la théorie que Ferrus ait pris la tête de la Légion des Damnés pour remplacer la sienne, ce n'est pour l'instant pas canon. Merci pour votre écoute encore une fois, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.